Hey, on part ça. C'est la cerise sur le Sunday, Oui. notre 7e épisode déjà. Déjà. Il me semble que c'était hier la première. En tout cas, On fait bien ça. On a On du fait- fun. on a du fun. Et là, on commence le mois de mars. C'est le mois des droits des femmes. Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Ouais. On le célèbre partout, on le met de l'avant. Bon, au Canada, c'est la force de chaque histoire qui est le thème. Tu savais ça? Moi, je trouvais ça intéressant. Je trouve que l'histoire de chaque femme est un témoignage de résilience, de détermination et de pouvoir des possibilités. OK. Moi, ça résonne. Je sais pas pour toi, là. Mais j'aime ça. J'aime ça cette année, en plus. C'est comme l'année à y penser comme ça aussi. Fait que Ouais. ça me parle. Ça me parle. Chapeau. C'est le Canada qui a ce thème-là? Oui, ou c'est le Canada. OK. C'est vraiment le patrimoine canadien là, qui, bon, à chaque année, il donne Donne une un thématique pour tout le mois, puis pour la célébration, puis mettre de l'avant. Puis effectivement, je pense que le contexte sociopolitique, plus que jamais, je trouve qu'on se doit... tu sais, je pensais, moi, il n'y a pas si longtemps qu'on était rendu à l'étape où ce qu'on pouvait dire « Ah, bien, on va commencer à moins trouver ça important de tu sais, souligner la Journée internationale des droits des femmes. » Puis pourtant, non. Ben cette année, c'est comme juste un peu plus... tout est juste un peu plus important, on dirait. Je te dirais que même, on a parlé ensemble dans le dernier épisode, mais le tournoi des 4 nations était plus important à mes yeux. Oui. Il y a une couple de choses qui viennent nous titiller cette année à ces changements-là. Puis, t'as raison, on dirait que peut-être pas qu'on le prenait for granted, qu'on était rendu à une certaine place dans le monde. Ouais. Mais on dirait que là, avec ce qui se passe, c'était comme... Ben, je suis fière d'avoir ces droits-là. Je veux garder ces droits-là. Oui. Je veux qu'on continue de les développer et continue de se battre pour, justement, cette égalité des genres, des sexes, à savoir vraiment qu'on continue de briser les barrières. Là. On est Bien, à ça. en fait, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est dire on voulait continuer à progresser. Oui. Là, je suis quand même à l'étape, on peut-tu conserver? Bien, conserver et oui. Oui, je veux continuer oui, à progresser, mais au-delà de ça, pouvons-nous conserver nos droits? Ouais. Pouvons-nous continuer à être... Tu sais, on est égaux, on est Ouais. différents, mais égaux. Pourquoi il faudrait que ça change? Moi, en tout cas, je suis contre ça, vous le savez. Puis bon, si vous nous écoutez, c'est parce que vous êtes d'accord avec nous. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est là pour parler de sport au féminin. Absolument. Et il y a plein de choses qui se passent dans le merveilleux monde du sport au féminin. Il y a eu un beau combat de boxe. Hein? Absolument. Écoute, la semaine dernière, ça a été une semaine de la boxe, je te dirais autant. Oui. Il y a eu des gros matchs de boxe masculin. Puis ça l'a amené pas une nouvelle vitrine, mais une vitrine qui est assez le fun d'en discuter. Puis je suis vraiment excitée de ça. J'ai fait une entrevue avec Marie-Ève Dicker. Dans le fond, on la reçoit à notre podcast. Puis j'ai hâte de vous montrer ça. On va en parler un peu plus tard, dans le fond, aujourd'hui dans l'épisode. Mais le match de Kim Clavel, pardon. Mon Dieu, je m'en vais en anglais avec elle, avec son nom. Ça va bien, mes affaires? Ben oui, il était Mais non, très Kim québécoise, Clavel, qui a gagné son titre. Fait que j'ai Oui. hâte qu'on en parle avec Marie-Ève. Justement, un sport aussi qui est, je tiens à dire, qui est en progression. Je pense que c'était un peu, pas silencieux, mais on n'en parlait pas assez pendant certaines années. Il y avait peut-être un petit peu de manque québécois au niveau de la boxe. Puis Marie-Ève et moi, on va en parler justement dans cette entrevue-là. Fait que ça va être le fun de l'écouter. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai suivi beaucoup la boxe. Il y a une période où je regardais tous les combats, tous les galas, peu importe s'il y Mais avait des Québécois. c'était partout, ancré. ouais. Et là, bon, ça avait sorti. Puis effectivement, la semaine dernière, j'ai écouté... Voilà. Bon, Berthièvre comme... me vole. Voilà. J'ai vraiment... Et oui, il y a comme une recrue. On a envie... Ben, c'est notre plus grand boxeur québécois en ce moment aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça l'amène une belle vitrine à d'autres boxeurs, Oui. tu sais, qui faisaient partie justement de cet événement-là. Fait que, non, ça va être le fun. Vous allez voir, Marie-Ève a plein de belles choses à dire, puis j'adore son énergie. Fait que ça va être sa coche. Une énergie qui nous ressemble un peu, hein? Qui aime son sport. Puis c'est pas parce que... C'est pas juste la boxe, c'est Non. tous les sports. Non, elle c'est une adepte de tout sport Oh, commun. oui. Fait qu'elle va revenir aussi, puis on va faire un bel épisode ensemble là, au grand complet. Je vais Oui. entendre plus de ce qu'elle a à dire. Au niveau de la planète tennis, hein, c'est Indian Wells qui est commencé. Yes. Des petites nouvelles de nos Canadiens, parce que
ils performent bien. C'est le fun. Puis sur nos 4 Canadiens qui sont dans le top 100, bien, 3 sont québécois. Ben oui. Puis, bon, Félix Auger-Aliassime qui s'est rendu en finale à Dubaï, malheureusement, qui a perdu contre Tsitsipas. Écoute, Tsitsipas, c'est son numéro, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de ça. Mais il est rendu 18e au monde. Soulignons-le. Denis Shapovalov aussi, du côté de Mexico, à Acapulco, qui s'est rendu en demi-finale. Lui aussi, il est rendu dans le top 30, donc il est 28e au monde. Leilani Fernandez, notre Lavalloise de 22 ans, qui est 27e mondial, là, que j'ai très hâte de voir en action à Indian Wells. Je sens qu'elle peut nous faire des très belles performances. Puis bon, n'oublions pas non plus Gabriel Diallo, qui est 88e au monde. Hein, aussi un autre jeune. Fait que c'est super beau de regarder comment le tennis canadien se développe. Et je tiens à souligner que c'est présentement le processus de mise en candidature pour le programme de subvention du tennis communautaire, là, Jeux 7 Équité. Tu sais quoi? Non, fait que parle-moi-en, parce que là, il faut qu'on en parle au monde. Bien, en fait, juste cette équité, c'est vraiment... Tennis Canada s'est donné dans ses piliers stratégiques de développer la place des femmes à tous les niveaux. Ouais. Autant au niveau administratif, au niveau de l'entraînement des entraîneurs, des athlètes. Puis on le sait, j'en ai déjà parlé, tu sais, il y a de plus en plus de joueuses de tennis au pays et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des subventions pour aider à développer ça. Donc, allez sur le site de Tennis Canada, vous allez trouver rapidement, tu sais quoi, le programme. Et les mises en candidature, c'est jusqu'au 13 mars. Fait que profitez-en. Il y a des sous pour vous aider à augmenter la place des femmes. Fait que, hein, dans le mois de la femme, je pense que c'est le bon mois pour en parler. Oui. Tu as aussi des petites nouvelles des Roses, notre soccer ici, là. Ben oui, on a... l'équipe prend de plus en plus forme. Hein, puis on a signé une gardienne de but canadienne d'importance, Anna Karpenko, qui a une détermination à toute épreuve. Bon, elle sait qu'elle a été appelée une couple de fois avec l'équipe canadienne. Donc, c'est vraiment toute une grosse signature pour l'équipe de Montréal. Donc, je vais retourner aller faire mon petit tour aussi là, à l'entraînement, aller voir les filles. J'ai bien hâte à la première. Là, on le sait, première à Montréal, le 3 mai. Et ils ont changé l'heure à 1h30 au lieu que ça soit en soirée. Donc, partisans de soccer pourraient faire un programme double. Absolument. Soccer féminin en après-midi, soccer masculin le soir. Et voilà. J'adore ça. C'est toujours... Ça, là, on le faisait dans le temps des Canadiennes aussi. Des fois, même les fois qu'on jouait au Centre Bell, c'était en après-midi, puis le Canadien jouait après. C'est génial. J'adore ça. Ça amène des fois des fans qui veulent faire les deux. Tu comprends? Qui veulent aller voir ou ils veulent pas manquer un des deux. Là, vous avez l'occasion d'aller aux 2 matchs. Bien, en fait, découvrir je vais vous parler tout de suite d'un autre programme double. Okay. C'est du côté hockey. Oui. Les Remparts de Québec, à chaque année, ils font une initiative super intéressante pour la Journée des droits des femmes. Depuis quand même quelques années aussi, on est associés, Femmes de hockey et les Remparts. Et cette année, c'est le programme doublement féminin. Donc, les Remparts vont rencontrer le Cataract de Shawinigan en l'après-midi. Et c'est suivi d'un match de collégial D1. Les Titans de Limoilou, les Titans de Limoilou contre les Cougars de Lennoxville-Champlain. Donc, si vous êtes dans le coin de Québec, le 8 mars, achetez-vous un billet pour aller voir les Remparts. Vous allez pouvoir 2 parties de hockey. Au Centre Vidéotron, ça va être le fun, gang. Mais oui, fait que ça, c'est une super belle initiative, encore une fois. Puis là, en parlant continuer de parler de sport féminin et tout le kit, moi, je me suis donné un mandat cette année. Je suis une fan de golf. J'adore jouer au golf l'été. Je trouve que ça me calme, mais c'est mon sport d'été, je te dirais, depuis l'université. Puis, je suis allée aussi au podcast Golf Le Monde. Okay. Puis, en parlant avec, tu sais, du sport, de l'inclusivité du sport, de comment on essaie de changer, justement, de le mettre un peu plus accessible aux femmes. Mm-hmm. Parce que, il n'y a pas si longtemps, ils disaient, il y a des clubs que c'était juste hommes seulement. Puis il y a même des endroits qui ont encore des sections qui étaient admissibles aux femmes. Donc, on commence à changer la note. Mais je me suis donné comme mandat de regarder un peu plus la LPGA parce que je suis pas la plus grande fan de regarder le golf à la télévision, mais d'y aller en personne, c'est quelque chose que je veux faire, moi. Je veux y aller. Je pense que tu étais à la Coupe du Président l'année dernière. T'es-tu allée? Non, je suis pas allée, mais je suis déjà allée. Okay. Mais j'ai été à plusieurs compétitions ici lorsque c'était à Montréal, là, quand il y avait le Senior Tour. D'ailleurs, j'ai même eu la chance de jouer avec des joueurs professionnels. Je n'étais pas meilleure à cause de ça, inquiétez-vous pas. Mais moi aussi, ça m'interpelle. Ouais. Puis
on pratique, on joue. Des fois, on aime et on haït. C'est l'amour-haine, moi, ma relation avec le golf. Ça dépend du moment dans le mois. Résilience, c'est un peu dans le même contexte, non? non, mais c'est vrai, mais de regarder la LPGA, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement, puis pourquoi pas le faire? Parce qu'elles sont excellentes, elles sont tellement de rigueur, elles sont beaucoup plus droites, puis on a des bonnes joueuses au Canada. Écoute, on a des belles... Moi, je vais en découvrir encore plus. Là, il y a des tournois qui s'en viennent là, au mois de mars. Dans le fond, le 6-9, il y en a un Blue Bay de la LPGA. Oui, j'ai l'horaire sur ESPN, mais je sais que RDS habituellement le fait. Je sais qu'il y a d'autres façons aussi de les regarder en ligne. Mais savais-tu, cette année, Isa, ça fait 75 ans que la LPGA a été formée. Elle a été formée par 13 femmes en 1950. Fait que ces 13 femmes-là nous ont amenés vers quelque chose qui ont été de pratiquer un sport, encore une fois, professionnel, d'amener justement des bourses qui ont de l'allure à un sport féminin. Puis, je sais pas, je trouve que c'est pas un mandat, mais c'est comme un petit côté de moi qui veut rendre ce sport-là encore plus accessible. Écoute, on a fait le tournoi ensemble pour le cancer du sein l'année dernière. Oui. Un groupe de femmes exceptionnelles qui ont pris d'assaut le terrain dans ton coin du Nord, là, tu sais, puis mon terrain, c'est pas mon terrain, là, je suis juste mon Balmoral. Le Balmoral, c'est un très beau terrain de golf, il faut. Oui, une très belle puis, je trouve que c'est le fun de mettre en vitrine, justement, un sport qui était peut-être un peu plus masculin, mais cette journée-là, moi, m'avait frappée parce qu'il y avait plein de bonnes joueuses de golf, de femmes qui sont membres justement à ce terrain-là, qui ont partagé cette passion-là. Oui, c'était pour une belle cause aussi, mais à travers tout ça, je pense qu'il y a des groupes aussi, Yatus Golf avec Florence Gagnon, qui font partie justement d'ouvrir les portes sur des terrains de golf qui rendent ce sport-là encore plus accessible aux femmes. On parle d'inclusion. Tu sais, il y a des façons aussi de jouer pendant l'été. On voulait amener un peu plus de... Moi, l'été, c'est le fun. T'es dehors, il fait soleil, il fait chaud. Là, il fait froid, là, en ce moment. Oui, mais on a hâte au golf. On a hâte au golf d'été. Mais il y a encore aussi des façons d'aller jouer ou de pratiquer. On peut jouer présentement, là. Oui. Tu connais-tu l'Oiseau à Saint-Sauveur? J'ai jamais été, mais j'en ai entendu parler. Je suis allée pour la première fois. J'ai joué... au début, je vous avoue, mon caractère est sorti. Je voulais casser mes bâtons et le problème n'était pas les bâtons, c'était la madame qui tenait les bâtons. Mais parce que c'est complètement différent. T'as pas le droit à l'erreur. Non. En fait, c'est une belle façon de pratiquer parce que quand tu arrives sur le terrain, des fois, tu es capable de tricher un peu, puis là, finalement, tu t'en sors bien, mais pas dans ça avec les écrans. Mais c'est super le fun pour, tu vas avec des amis, tu prends un petit verre ou pas, puis tu joues, puis tu te fais un petit 2 heures... pour pratiquer ton swing. Ben oui, puis tu parles de l'Oiseau, il y a aussi le Muni qui vient d'ouvrir sur Sainte-Patrick à Montréal d'entendre. Je connaissais pas. J'étais allée là-bas justement avec le groupe Yatus, avec Florence et compagnie, Katia y était aussi. Puis cette place-là, gang, c'est exceptionnel aussi parce que, pas que j'aime pas mettre ma propre balle moi-même dans le truc, mais c'est tout fait automatique. Ensuite de ça, si tu tombes dans le sable... Oh, c'est le luxe! En plus de ça, si tu tombes dans le sable, il y a différentes portions où tu dois mettre ta balle pour aller frapper, que tu sois sur le rough versus le tee-off versus le sable versus un coin un peu plus, tu sais, dur. Là, t'as 4 différentes structures sur ton carré de faux gazon pour aller frapper tes balles, autant gaucher que droitier. J'ai adoré. Puis, en tout cas, je vous dis, à date, l'Oiseau à Saint-Sauveur, Muni sur Sainte-Patrick à Montréal, je sais qu'il y en a partout. Il y en a aussi sur la Rive-Sud. Mais sortez, allez-y, sortez golfer. Ben, il y a eu un article aussi dans la presse qui donnait des endroits pour aller retourner. En fin de semaine, j'ai lu ça. Puis, on parle de golf. Ça va être l'Expo Golf 2025 à Montréal, en fait, à Laval, les 14 et 15 mars prochains. Donc, c'est 65 exposants qui vont être présents pour montrer les nouveautés, les zones de frappe. Il y a vraiment, il y a la boutique officielle animée par Mulligan, le centre de golf. Mulligan qui est ici aussi, oui. Il y a une belle initiative cette année, c'est le Party au féminin, une soirée festive et inspirante à laquelle, je suis l'animatrice. Je vais avoir l'honneur de m'entretenir avec Ingrid Falaise, donc autrice, animatrice, qui est aussi comédienne, qui a développé un amour du golf, sa passion. Fait qu'on va parler de ça. Puis on a après ça aussi un panel avec multigénérationnel, avec 4 femmes, dont Florence Gagnon de Yatus, bien entendu. On a Joanne Brosseau qui avait fait les MasterChef, Nadine Médard qui a sa compagnie d'événements, mais qui a été cadée
à la Coupe des présidents. OK. Et Mackenzie Cloutier, qui est une jeune joueuse de golf. Fait que soyez là, achetez vos billets. Fait que vous pouvez faire le salon. C'est un vendredi, tu sais, un Ça petit vaut la peine. une petite bière, un petit verre de vin ou un verre d'eau, ce que vous voulez. Mais venez entendre ça. On va être ensemble, on va avoir du plaisir. Puis, J'adore. Hein? Peut-être que je vais aller faire un tour à ça, Moïse. Ben, ça serait le fun. Puis on va faire un concours de potting et tout. Mais on devrait aller jouer au golf ensemble. Ouais. On devrait faire ça sur un écran. On va... T'es-tu On bonne va filmer. Hein? T'es-tu bonne? Ben là, tu m'as pas vu jouer? Non, je t'ai pas vu. Ben oui. Non, c'est vrai. Non, T'étais dans l'autre first. J'étais dans l'autre first. Ouais, mais je frappe bien. J'adore mes drives puis j'adore mon jeu d'approche. OK, fait que sur le green, ça marche pas? Ben, sur le green, c'est correct. Ça dépend. Non, je te dirais que c'est pas super non plus. Fait que OK. j'aime ça. J'étais assez bonne pour pouvoir ou vouloir y retourner. On va y aller de même. Tu comprends? OK. Fait que, ben, si t'as des bonnes drives, tu vois, moi, j'étais pas pire, mais là, ça, tu sais, ben, avec mon bras cassé, il faut dire, on va voir l'année C'est prochaine. vrai, faut que tu. Là, c'est toute reprennes une ça, rééducation. là. Hey, gars, je suis même pas encore capable de faire la reine complètement. Isabelle, ses blessures de hockey, gang. Ben oui, c'est ça, je suis rendue à cet âge-là. Dis-les. Mais Mais non, j'ai autant de blessures, j'ai juste. Pas pour une pratique, par contre. Mais bon. écoute, puis surtout pas dans une situation de jeu, là. C'était vraiment ridicule, mais bon, ça fait partie. Ce qui fait va partie pas de la niaiser. vie. C'est ça. On progresse à travers Exactement. On apprend, on se relève, puis on continue. C'est ça qui est important. Yes. Et moi, j'ai envie de te parler. Je sais pas si tu as vu la publicité de Purcell qui se sont associés avec Arsenal dans Ouais. le FC. Moi, c'est venu me parler, là. C'est au niveau... C'est la campagne qui dit le tabou des règles dans le sport, c'est terminé. Ouais. Tu sais, puis c'est vraiment le fun de voir que on commence à démocratiser justement le cycle menstruel. Ben oui. Pourquoi c'est correct d'avoir du sang parce que tu t'es comme donné plein d'efforts, mais tu as peur que tu aies, tu sais, d'avoir... Les chartes du sang. blanches, whatever, ce qu'il y en a, ces affaires-là. Ouais. Ouais, puis il disait que 6 filles sur 10 arrêtent de faire du sport à l'adolescence ou ont peur de faire du sport parce qu'ils ont peur d'avoir des traces de sang. Si jamais il y a un leak, excuse-moi, là, une fuite. Ouais. Je cherchais le terme en Mais c'est français. encore c'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose qui est. Puis, chapeau, parce que en ce moment, l'autre fois, j'écoutais la radio, puis justement, il y avait quelqu'un qui est venu et qui parlait de son. Puis, j'oublie son petit nom, mais elle a un podcast Fruits Menstrues. Oui. J'oublie le nom, il me sort de la tête, mais elle est venue parler de ça. Puis, honnêtement, ce podcast-là, gang, autant les femmes que les hommes, apprenez, écoutez-le, vous allez apprendre tellement de choses parce que, oui, nos moods changent, oui, nos attitudes changent, mais aussi sur notre propre corps. Puis comment on est en douleur, mais on n'en parle pas. Oui. Puis comment aussi, des fois, il y a des choses qu'on se dit, ah ouais, c'est normal qu'on ait des crampes comme ça, ou c'est normal qu'on soit tellement en douleur. Puis finalement, non, Mais non, c'est pas normal. C'est ça. Il y a des choses, il y a des maladies, il y a des trucs qui sont associés à ça. En tout cas, elle est venue faire une entrevue sur le show au 98.5. Puis j'ai resté genre, OK, ben il faut que j'écoute ce podcast-là. Là. Il y a quelque chose de là-dessus. Fait que non, c'est cool comme mouvement en ce moment. Vraiment, on enlève ce tabou-là, on en parle. C'est intéressant. Il y a plein de trucs scientifiques en arrière de ça. J'ai même lu une autre patente aussi que je savais que ça existait parce que je l'ai lu quand j'étais à l'université, mais il y a une association au ligament ACL, des déchirures ligamentaires qui se font au genou. Moi, j'en ai eu 2. C'est vrai. La deuxième fois, j'étais dans tes règles. Dans mes règles lorsque c'est arrivé. Pas à dire que c'est vraiment une cause à effet ou peu importe que c'est lié direct, mais lorsque tu es dans tes règles, tes ligaments sont plus étirés, donc tu es techniquement plus dans une situation où tu pourrais te blesser. Puis on l'a vu vraiment beaucoup au soccer, non seulement à cause des terrains synthétiques, ces choses-là, mais il y a aussi vraiment un lien entre ces deux choses-là. C'est important d'en parler, de conscientiser et comme tu dis, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes, en fait, pour que tout le monde soit conscient. Apprenez à découvrir... moi, je joue au tennis, puis je sais que ça a un impact. Des fois, tu dis, il me semble que j'ai pas d'énergie, je suis pas capable. Ouais. Le nombre de fois que je suis allée dans des camps de Hockey Canada, puis je suis tombée dans mes règles, c'est la pire chose au monde, gang. Vous le comprenez pas. Des journées que j'aurais aimé ça, prendre une journée off de travail, parce que des vomissements le matin jusqu'à des crampes plus capables de se sentir, c'est la vie. C'est notre vie. Fait que, en tout cas, belle campagne, on revient à ça. Je suis contente c'est ça, on enlève ce tabou-là, cette espèce de situation qu'on a peur d'en parler. Basketball, grosse nouvelle qui est sortie. Serena Williams
qui est investi dans le Toronto Tempo, dans la WNBA. Grosse nouvelle. Oui, elle fait partie du groupe d'investisseurs maintenant. Oui, c'est lié à eux. Je suis tellement contente de la voir investir, de sortir de son sport. Ouais. Venir au Canada, puis elle dit pourquoi la WNBA. Elle répond à toutes les questions. Elle est vraiment d'un... pour elle, le Canada, Montréal, surtout, a une place importante. Elle a fait son premier tournoi professionnel, je pense, à Québec. Oui. Elle a remporté à 19 ans l'Omnium Banque Nationale à Toronto. Donc, c'est comme toutes des choses qui fait que, oui, elle a décidé de s'en venir ici et d'investir. J'adore ça. On l'a vu, tu sais, beaucoup avec des athlètes qui ont investi avec LA, l'équipe de soccer dans le temps. Là, on le voit avec la WNBA. Ça va commencer, je pense qu'on va le voir dans le hockey aussi, lorsqu'on va ouvrir les portes à ça aussi, à ce qu'il y ait des groupes d'investisseurs qui vont rentrer dans la LPHF. Donc, moi, j'adore ça. J'adore qu'on réinvestit dans le mouvement du sport féminin en tant qu'athlète. Bien, on le voit. Tu sais, Christine Sinclair qui a investi dans la franchise de Vancouver au niveau de la Norton Super League. Fait que oui, tu sais, c'est d'investir, c'est de prendre action de plusieurs gestes. Encore là, on le rappelle, il y a plein de gestes qu'on peut faire. Tu sais, des fois, que ce soit d'acheter une marchandise, d'aller voir, de consommer, de partager, mais d'avoir des athlètes comme ça qui sont présentes puis qui s'impliquent, c'est le fun. Parlant basketball, t'en avais parlé un peu, puis c'est la série Running Point avec Kate Hudson. Hey, j'ai commencé à écouter ça. C'est marrant, hein? Sur Netflix, allez voir ça, La Meneuse en français, en anglais, c'est Running Point. En fait, moi, ça m'interpelle parce que je trouve que ça met en lumière tous les tabous, puis tous les obstacles pour une fille dans le sport. Absolument. Elle vient, donner un petit taux de peau, là. C'est l'histoire de Isla Gordon qui, sa famille est propriétaire des Waves de Los Angeles, donc c'est un peu comme les Lakers. Et, vient d'une famille, il y a 4 frères, elle, c'est la sœur. Elle n'a jamais été inclue dans les discussions, mais elle connaît très bien quand même son basket. Et là, son frère se fait prendre possession de drogue et elle est nommée présidente. Fait que c'est un peu un Ted Lasso. Oui, parce que c'est parfait en termes de... Il y a des côtés sérieux de la chose, mais il y a un humour dedans qui est sensationnel. En une journée, je pense que j'ai écouté 6 épisodes d'une shot. J'ai fait la même affaire. J'ai été... Genre, ça n'arrêtait plus. Tu sais, quand Netflix te demande « Est-ce que vous regardez encore? » C'est comme « Oui. » Fait que c'est quelque chose qui est... Le fun à regarder, c'est léger, mais en même temps pertinent. Il y a une combinaison des choses de comment dealer avec des joueurs, dealer avec des agents, dealer avec d'autres présidents et GM. Concept de faire grandir le groupe versus l'individu. En tout cas, c'est vraiment bien fait, bien écrit. Chapeau à elle, elle est une superbe actrice aussi dans ça. Oui, là, c'est un rôle sur mesure pour elle, on le dit. Là. C'est parfait. Savais-tu que c'est inspiré d'une légende, donc de Jenny Buss, qui est des Lakers, justement, de Los Angeles, qui, elle avait été à la tête depuis 2013, en remplacement de son père, Jesse Buss. C'est vraiment une personnalité emblématique du monde du basket. Moi, je n'étais pas au courant. Je trouvais ça intéressant de voir que, c'est pas son histoire, mais c'est inspiré, c'est une sorte d'hommage. Il y a des petits côtés, des petites choses qu'elle a vécues aussi là-dedans. J'adore ça. J'adore quand il y a un petit point... En tout cas, je trouve ça le fun parce que c'est dans un bon temps. Président d'une équipe d'hommes. On en voit un peu ici et là. Fait que non, écoutez ça, gang. Netflix, ça vaut la peine. Et là, parlons hockey féminin quand même, hein? C'est notre chose. C'est notre chose, c'est notre dada, c'est notre saison, absolument. Et donc, ça se passe bien du côté... D'ailleurs, la LPHF a vraiment plein d'initiatives durant tout le mois de mars pour... ils appellent ça... pour eux, c'est vraiment le thème le mois des Women Empowerment Month dans la LPHF. Puis j'essaie de trouver le côté traduction. Tu sais, c'est les droits des femmes, mais c'est plus que ça, empowerment. Tu sais, c'est l'émancipation. C'est tellement un mot difficile à dire. C'est difficile de s'émanciper, imaginer de le dire. C'est vraiment comme... Absolument. C'est de donner le power, vraiment. J'adore le mot en anglais, pour être honnête. Là, empowerment, c'est vraiment, on donne non seulement le droit, mais on donne le pouvoir. Se redonner le pouvoir. Et voilà, à des femmes. Puis le reprendre aussi, c'est pas nécessairement de se le faire donner, c'est de le prendre, cette occasion-là, puis d'en faire quelque chose de plus grand, de plus beau, puis continuer de pousser justement sur des histoires où l'histoire, les Trailblazers en arrière qui ont poussé pour n'importe quel sport. Fait que
Non, la LPHF, on le faisait avant. Lorsqu'on était juste l'association, on voulait avoir là-dessus, puis on poussait vers cette ligue-là. Maintenant, on reprend ça. Ils l'ont fait l'année dernière. On le fait encore ce mois-ci. Fait que je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un bon mois de mars qui s'entame. Puis ça a bien parti aussi avec la victoire ce week-end au Centre Bell aussi. Bien, parlons-en justement. Montréal qui trône au sommet encore, qui a remporté son match samedi contre Boston devant une foule. L'énergie était là. C'était enivrant. Marie-Philippe le disait comme quoi on ne s'habitue pas à ces moments-là. Tu penses que tu vas être correct, que c'est pas la première fois, c'est la deuxième année, tu sais à quoi t'attendre. Mais non, il y a quand même, tu peux pas... C'est la beauté, je pense aussi, de ces joueuses-là. Ouais. Elles prennent rien pour acquis. Non, elles prennent rien pour acquis. Puis cette journée-là, cette année, c'était Radio-Canada qui le met en ondes. Donc, Rosalie et Anne-Sophie Betté ont fait une job excellente pendant ce temps-là. Je les ai pas vus live parce que moi, j'étais aussi à la partie. Je faisais juste le regarder en tant que fan. Puis j'ai adoré l'atmosphère. Encore une fois, tu sais, l'année passée, je l'avais vécu un peu différemment. Tu regardes la partie, mais tu es focus sur ce qu'il faut que tu pointes ou les choses qu'il faut que tu t'amènes. Là, c'était vraiment on va le vivre. Puis je l'ai vécu, tu sais, avec la gang, la famille des joueuses, puis tout. Puis l'ambiance avant la partie, c'était fébrile. Encore une fois, là, je m'étais dit, OK, l'année dernière, c'était incroyable. Comment ça va être cette année? Même chose. Puis, tu sais, on s'était promis aussi de pas nécessairement juste parler des sold-out puis des arénas qui sont remplis puis ces choses-là, mais encore une fois, les billets, c'était dur d'en trouver. C'était du monde au rendez-vous. Faut quand même le souligner, Karel. Mais la chose que je veux dire là-dessus aussi, c'est cette année-là, il n'y a pas eu assez de publicité pour ce match-là au Centre Bell. Cette année, ça a été vraiment... tu sais, l'année passée, ça a été la chose qu'on a parlé le plus. Je te dirais que là, ça a pris comme un second siège derrière le tour. On a passé la vente en janvier seulement. C'est ça. Tu sais, si on avait fait juste avant Noël... Puis d'en parler à toutes les semaines, puis d'en discuter, d'en mettre sur les réseaux. Parce qu'il y avait... pas loin de 18 000, dans le fond, qui étaient là. Donc, on était 4 000 sous le record l'année dernière. Là, mettons 3 000 quelque chose. 3 000, parce qu'on, tu vois, on était à 17 324 cette année. L'année passée, on était à 21 105. Oui, mais attends une minute, là. Puis là, je veux parler, puis c'est le texte d'Alexandre Pratt dans la presse, là, puis qui dit « L'année 2, c'est encore mieux ». Et je suis d'accord avec lui. Pour moi, qu'il n'y ait pas eu 21 175 personnes, ça ne change rien. C'est pas grave. Parce que quand tu regardes... Écoute, on est aux 2 tiers de la saison. OK? On a dépassé le nombre d'assistances en moyenne pour tous les matchs dans toute la Ligue. L'année dernière, en 2024, c'est sûr que c'était 24 parties. On avait eu 392 000 personnes qui étaient venues voir. En date de samedi, on était rendu à 435 000 en seulement 59 rencontres, versus l'autre, c'est 72. Fait que, imaginez, c'est une moyenne de 7 370 personnes par match. Ce qui fait que la LPHF a plus de moyenne d'assistance par match que dans la Ligue américaine. Fait que si on se dit c'est un marché, oui, il y en a un. Montréal, tout simplement, là, seulement qu'à la Place Belle, c'est une moyenne de 8 000 personnes par partie. Bon, si on inclut, là, il y a eu, le Centre Vidéotron, on a le Centre Bell, là, ça va augmenter de beaucoup, puis Montréal fait partie des équipes où il y a le plus de partisans par partie. Mais ça veut dire que le spectacle est bon. Ça veut dire que c'est intéressant. Tu étais là samedi, tu étais dans les estrades. Pour moi aussi, c'était ma première game des estrades à... Bon, je me suis acheté un chandail. Puis là, je vais vous poser une question, groupe. Je veux savoir, je me suis posé la question, je peux-tu porter... mon chandail La Victoire, à cause de... dans le podcast, je pense que oui, mais le fait que je fais des chroniques, que je suis à la radio, à la télé... On parle de la Ligue en général. De la Ligue en général et tout ça. Est-ce que ça m'enlève de la crédibilité de porter un chandail comme ça? Puis là, je veux que vous me répondiez, vous, qu'est-ce que ça fait? Moi, dans ma tête, ça change rien. Je pourrais porter demain les Sirens, puis je pourrais avoir... mais je le trouvais beau, le chandail, je l'ai acheté. Puis là, pour une fois, je suis dans les estrades avec ma petite nièce, que c'était sa première partie de hockey à vie, là. Elle n'avait jamais vu du hockey live, là. Pas les Canadiens, pas le Rocket. C'était la première fois, elle était là. Puis là, elle a voulu avoir un chandail de Marie-Philippe Poulin, même si elle ne la connaissait pas, parce qu'elle avait entendu dire que Marie-Philippe, c'était la meilleure joueuse, fait qu'elle voulait être Marie-Philippe. Elle a été tellement cute, là. Mais, j'adore ça. Mais non. Puis, répondre là-dessus, honnêtement, on vient d'ici, on vient de Montréal. C'est sûr qu'il y a des affinités. On a suivi le Canadien de Montréal tu sais,
depuis qu'on est tout jeune. Je veux dire, on s'approprie peut-être notre ville un peu, puis c'est pas grave que tu portes peu importe ce que tu veux porter. La victoire, il est super beau. En passant, c'est la nouvelle collection de Peace et Collective qui ont fait les chandails. Ils ont fait pas mal de nouveaux, non seulement des chandails à manches longues, des chandails justement en laine comme ça. Il y a des t-shirts, il y a des jackets aussi de chaque équipe qui sont un peu au style de le jacket qu'il avait mis en vente, qu'il y en avait seulement 200 unités ou 150 unités. Écoute, c'est chapeau à eux parce que le côté marketing de la chose cette année de la Ligue est exceptionnel. Ils ont eu plus de temps. Moi, je me souviens d'avoir répondu à des questions. Est-ce que la deuxième année va être correcte? Tu viens de nommer tout ça. Je pense que les gens qui étaient sceptiques, vous avez votre réponse. Mais c'est pas grave. On s'en fout de cette question-là à cette heure parce que le marché, il était là. L'engouement, il était là. On le savait. Il s'agissait juste de les mettre aux bonnes places. On parle de plus de sièges qui sont remplis maintenant. On joue dans des amphithéâtres qui sont plus grands aussi. Mais il y a encore des marchés qui on a de la difficulté à créer ces emplacements-là. On essaie de tester des marchés comme on l'a fait. Ouais. Il y a peut-être des équipes qui vont bouger en termes d'aréna. On va peut-être ramener Boston un peu plus proche. Je sais qu'ils vont jouer à l'Université de Boston, qui est downtown. C'est beaucoup plus accessible. C'est pas 45 minutes hors de la ville. Donc, il y a des choses qui s'améliorent aussi à cet endroit-là. Puis, c'est une ligue qui continue de s'améliorer. C'est ça que j'aime. Puis, ils sont assez humbles aussi de le dire. Tu comprends? Ça me parle. Ils se regardent le nombril. Puis, il y a juste ça marche pas. Puis, c'est vrai que c'est important. Tu as le droit de te tromper, mais pas trop longtemps. Comme disait un grand maître. Mais... Présentement, dans la LPHF, donc je disais que Montréal est au sommet. Exact. 39 points. 39 points, 7 points d'avance sur les autres équipes, avec 1 ou 2 matchs selon l'équipe. Puis c'était important de gagner ce match-là contre Boston, parce que Boston, maintenant, est 3e avec 31 points. Ça donne aussi un peu un petit coup de respiration peut-être pour le Frost de Minnesota, puis Ottawa qui sont à 29 et 27 points. Boston est à 31 points. Donc, tout le monde est dans la course aux séries, je te dirais. Là. Même New York, ils sont à 22. Il va falloir qu'ils commencent à gagner une coupe de game, là, mais oui. Mais je pense que c'est 6 défaites d'affilée pour New York. Mais c'est ça. Ça va pas bien, malheureusement. Puis pourtant, il était sur une belle séquence. Fait que on voit comment ça change vite, tu sais, suffit un momentum. Mais bon, Alex Carpenter qui avait été blessé, ça a donné, après ça, là, il est revenu au jeu, mais on dirait qu'il n'arrive pas à aller chercher... Tu sais, ils ont perdu contre Ottawa aussi. Ottawa est allé gagner en prolongation leur dernier match contre les Sirènes, justement. Puis c'était un super bon match. Écoute, tous les matchs qu'on peut voir, que ce soit sur TSN ou CBC en ce moment, c'est des matchs qui sont... Tout le monde est dans le mix, comme on dit. Fait qu'ils sont tous importants. Fait que continuez à suivre cette ligue-là, mais je veux qu'on revienne un peu sur le match de samedi, justement. Au Centre Bell. Au Centre Bell, la victoire versus Boston. Écoute, la présentation, comme je l'ai dit, il y avait de l'émotion. Tu joues au Centre Bell, t'es stressé un peu. Il y a des nouvelles joueuses aussi. Marie-Philippe en a parlé lors de la conférence de presse. Tu sais pas à quoi t'attendre, mais tu t'essayes ou tu essaies d'en voir. Puis je l'ai senti en première période, jusqu'en même fin de deuxième, parce que autant Boston que Montréal, pour moi, c'était un match qui était... On essayait de pas trop faire d'erreurs, mais on rentrait dans la zone, on avait une action au filet, puis après ça repartait de l'autre côté où il y avait un arrêt de jeu. Il manquait un peu de cohésion. T'sais, on était habitué à plus de cohésion de la part des joueuses. Exactement. Des passes qui étaient un petit peu manquées, des passes sur la palette qui auraient pu envoyer des filles en échappée ou en 2 contre 1 en situation de chance de qualité qu'on a un peu manqué. Mais écoute, moi, la 3e période, ça s'est amélioré. Là, c'est devenu un peu le jeu des 2 équipes. Je m'attendais un peu plus de Boston. Je m'attendais à voir les gros noms distribuer un peu plus la rondelle et avoir un peu plus d'action au filet. Tu sais, les gardiens ont fait leur job. Là. On s'entend, c'était Franco aidait bien. Mais c'est les 2 meilleurs de la Ligue. Là. Ils ont été exactement à quoi je m'attendais. Ils ont bien performé. Mais est-ce qu'ils ont été super gros challengés? Pas tant que ça, par contre, Isa. Moi, c'est la chose que je me suis arrêtée à. Quand tu regardais d'où est-ce que les tirs provenaient, en fait, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Moi, bon... Quand j'ai regardé... C'est sûr que là, j'ai pas regardé le match de la même façon parce que j'étais avec ma nièce à qui j'ai expliqué puis j'essayais d'y montrer. Fait que j'avais pas la vue d'ensemble de tout. Mais la première période, tu vois, je trouvais que, c'était quand même correct, là, mais je sentais pas, justement, c'était pas un grand match de hockey, là. On sentait que, qu'on s'observait. 2e période, une descente d'énergie au niveau de Montréal. 3e période, c'est Montréal qui a beaucoup plus contrôlé la rondelle, plus, écoute,
Boston a 0 tir au but. Puis, tu sais, en tout et partout, là, à travers la partie, par contre, on a vu il y a eu des mises en échec qui étaient correctes, c'était parfait, on était physique, on jouait là-dedans. La pénalité sur Marie-Philippe, je pense pas que c'était une pénalité. On s'entend, c'est arrivé à Mueller peut-être 10 minutes plus tard dans l'autre période. Elle a fait la même chose, puis elle n'a pas été pénalisée. Et encore un concept des règles que la LPHF va falloir qu'il fasse quelque chose avec ça. Mais en tout et partout, à travers tout ça, bon, on a eu un match qui a eu de l'action jusqu'en fin. Les fans ont été choyés parce que ça s'est rendu en période supplémentaire. La prolongation, c'était intense. Excitant. Ça, c'était intense. C'était ce que je m'attendais de ce match-là, un match entre deux rivaux, deux rivales. C'est vraiment Boston-Montréal, c'est une belle compétition entre les deux, puis deux grandes joueuses aussi de chaque côté. Beaucoup de joueuses qui se voient aussi autant Canada-US à maintes et maintes reprises là, durant les tournois internationaux. Donc, écoute, le but aussi, comment ça s'est fait avec la deuxième effort de Laura Stacey. Tu sais, Poulin qui rentre avec la rondelle, bon, lance au-dessus, Barnes qui reprend ça, envoie ça au filet. Laura Stacey sur qui le poteau, plonge, rentre dans le but. Voilà, écoute, c'était scénario de film. Exact. C'était un scénario de film. Moi, j'étais super contente de la façon que ça s'est déroulé en troisième et en overtime. Tu sais, on a eu un retour aussi du Dubois qui a fait prendre des pénalités à Boston à 3-4 reprises. J'ai eu peur quand elle est tombée. Là, elle s'est fait ramasser. Là, j'ai fait comme... Là, je surveillais Jacques qui est revenu, on est correct. C'était un hit intense aussi. Fait que non, là-dessus, tu sais, l'année dernière, on a parlé beaucoup plus du nombre de fans, du nombre de choses, puis on n'a pas nécessairement évalué qu'on avait eu de la difficulté dans notre zone. On ne sortait pas de la zone défensive. Tandis que cette année, je te dirais qu'il y a eu de l'action, mais comme je disais, c'est des one and done. Puis ce que tu veux faire en tant que joueur ou équipe de hockey, c'est que tu veux maintenir cette offensive-là, ces actions-là au filet. Puis je trouvais qu'on avait une difficulté à le faire parce que, tu sais, autant les actions que tu amènes la rondelle dans le fond du territoire, tu ramènes ça vers l'enclave, puis ça y va au filet, puis tu récupères et tu redonnes une action. C'était pas nécessairement là, mais chapeau aux deux équipes, ça veut dire qu'ils jouaient bien, défensivement parlant. Fait qu'on essayait de pas faire trop d'erreurs, mais à cet endroit-là, moi, j'ai vraiment aimé la fin. Il y a eu de l'action à revendre en troisième puis en période de supplémentaire, autant des deux côtés. Là. Fait que Anne-Renée a fait son boulot. Plan de match de Montréal, c'était d'amener des tirs au but sur Frankel parce qu'on le sait, tu sais, Boston faut la faire bouger, il faut se mettre devant. Cette année, Montréal leur avait remporté un match, Boston un match, mais dans le duel complet avec l'année dernière, puis on sait qu'on a perdu les 3 matchs en série l'année dernière contre Boston parce qu'on n'arrivait pas à percer Aaron Frankel. Et là, on a voulu obstruer sa vue et à 36 secondes après... À la première période, on a réussi Tabin qui fait un but parce qu'on a respecté le plan de match. Et même son deuxième but en troisième période, c'est la même chose qui s'est passée. Là. Absolument. Puis il y avait des gens devant le filet, il y avait des gens devant la vision de Franco, puis je l'ai dit l'année dernière aussi, la façon de la battre, puis c'est quelque chose que Team Canada fait aussi. On veut amener des rondelles derrière le filet. On essaie de challenger les gardiennes. Ça, ils le font aussi contre Anne-Renée à maintes et maintes reprises. On amène la rondelle en arrière du but, puis on essaie de donner une passe vers l'enclave pour justement avoir une gardienne qui n'est pas nécessairement bien placée, bien obstruée, qui a vu où tout s'en venait. Fait que, écoute, c'était un bon match. Puis c'était un bon match parce que la troisième et la prolongation étaient bonnes. C'est le même que je le vois. Parce qu'au début, si ça avait juste été de la première ou de la deuxième, j'étais comme, non, c'était pas, on a de quoi faire, là. Moi juste, j'aime ça, moi, regarder, là. C'était, pour moi, le chiffre de ce match-là, c'est le 7 chanceux pour Montréal. OK. Parce que Laura Stacey, numéro 7, a fait son 7e but en prolongation. OK? Check bien ça. Tabin, elle a parlé comme quoi qu'il y avait comme 7 joueurs sur la patinoire grâce au support des partisans. OK. Check bien ça. Montréal a maintenant 7 points d'avance au classement. Boston a fait 17 d'Isabelle. Mais non, mais on s'amuse un peu, mais c'était le 7e affrontement entre Desbiens et Frankel. Fait que c'était mon petit 7. Et le but a été compté à 17 secondes de la fin de la prolongation. Bon, on a une analyse vraiment scientifique. Donc, 7 chanceux nous a porté chance là-dessus. Mais c'est le fun. C'est le fun. C'est des statistiques intéressantes. C'est des statistiques intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi cette semaine avec ce match-là. C'était un match important, je l'ai mentionné. On a réussi justement à solidifier le premier rang. Mais là, cette semaine... Attends une minute, c'est une grosse semaine pour Montréal. Là.
Montréal va avoir toute une semaine, là, 4, 6 et 8 mars. On a des matchs pour la victoire. Donc, on a le fameux break entre chaque partie pour le voyagement ici et là. Ça va être demandant. On a perdu la Belle. Oui. Qui est bon, Dubois est revenu. La Scova, elle n'a pas été activée encore, mais elle a été activée. Mais je veux dire, pas nécessairement dans utilisée l'alignement. Dans l'alignement, oui. Voilà. Effectivement. On sait que la date des transactions a été reportée au 13 mars. Ouais. Est-ce que Montréal va bouger? Va-t-elle vouloir aller chercher? Parce que je ne sais pas combien de temps qu'Alexandra Labelle, puis c'est une joueuse importante sur le troisième trio. Là, c'est une centre qui remporte ses mises au jeu, tu l'as souvent vantée. Oui, elle amène beaucoup, autant offensivement que défensivement parlant. Donc, si on la perd pour plusieurs semaines, est-ce qu'il y aurait quelque chose là? Il y a d'autres équipes aussi qui cherchent. Il y a d'autres équipes qui veulent. Penses-tu qu'on va avoir des transactions? Des moments. Bien, écoute, ce serait... c'est arrivé l'année dernière, la semaine avant. Il y a eu des changements. Après ça, tu sais, on s'entend que le 13 mars, bon, c'est la date limite. Après ça, on a un freeze au niveau de l'alignement. Fait que il y a des joueuses qui vont... Il y a des équipes qui vont bouger. Moi, je suis sûre et certain. Il y a des GM qui vont bouger là-dessus aussi. Écrivez-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer au niveau des transactions. On veut savoir en commentaire. Dites-nous, est-ce que vous pensez que Montréal va bouger? Est-ce que Daniel Sauvageau va aller chercher des joueuses, va échanger? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que feriez, vous, si vous étiez Daniel? Qui est acheteur, qui est vendeur. Oui, exactement. Pourquoi pas? Hein? Oui, on devrait le faire, oui. Oui, il y a aussi, pas nécessairement dans le contexte des matchs. On s'entend que, je l'ai mentionné, le 4 mars, Montréal joue contre Minnesota ici. Après ça, on s'en va à Toronto, puis après ça, on s'en va à Boston. Donc, ça va être des matchs le fun aussi à voir. Mais ce que je trouvais ça quand même le fun, qui est une première cette année. On a vu beaucoup de choses cette année au niveau des cliniques. Il y a eu des cliniques qui se sont faites. On essaie de faire grandir le sport. On essaie d'avoir des gens même de tous âges, parce qu'à Toronto, on a eu justement un peu à la Caroline Ouellette, un camp de dames qui veulent bien essayer le sport ou découvrir. On avait même vu Julia de Tessa, de Jack Angels qui était sur la glace avec des grandes légendes de ce monde. Tessa y était, Cassie Campbell y était, il y avait Liz Knox, même Jane Efford a embarqué sur la patinoire, justement. Donc, vraiment pour vivre l'espèce d'expérience. Mais là, le 4 au 6 avril, il y a un événement qui se passe, ça s'appelle le Breakthrough Cup. Puis ça, je pense que c'est une nouvelle initiative pour la LPHF. Il y a plusieurs catégories, plusieurs divisions, élites, ouvertes, 3A, de plus jeunes, peu importe ce qu'il y en ait. C'est, dans le fond, un showcase, un tournoi que la LPHF met en œuvre ou décide de partir en ce moment. Puis, d'après moi, ça va devenir un peu pas un feeder, mais un tournoi où on va se faire évaluer pour, justement, le breakthrough, de se rendre dans le côté professionnel de la chose. Fait que ce tournoi-là, d'après moi, à chaque année, va évoluer, va grandir. Mais comme on a parlé avant, c'est une occasion pour les joueuses de se faire voir. Un peu comme les Roses ont fait. Il y avait eu un camp, ils avaient fait des portes ouvertes, puis là, tu peux t'inscrire. Puis il y a justement 2 joueuses qui ont signé avec les Roses grâce à ce camp-là. C'est un peu la même affaire. Bien, c'est un peu semblable, mais c'est plus un tournoi. Fait qu'en ayant ces catégories-là, il va y avoir, tu peux jouer 4 matchs dans chaque catégorie. Fait que c'est plus... C'est une occasion. Voyons-le comme un tournoi de hockey, dans le fond, que la LPHF met en œuvre pour eux-mêmes. Je pense que c'est une belle façon de mettre une vitrine. Il va y avoir des athlètes de la LPHF qui vont être là, rencontrer leurs fans. Oui, c'est vrai. Va être une opportunité pour les jeunes joueuses qui y seront. Puis comme je l'ai mentionné, c'est vraiment plus un tournoi, donc des équipes qui vont s'inscrire pour aller performer là. D'après moi, il va y avoir des coachs de la NCAA qui vont se rendre là pour aller recruter. Il y a des GM de la LPHF qui vont être là à utiliser ces choses-là. On va suivre ça. Ça va être très intéressant. Du 4 au 6 avril. Puis avant ça, on continue la grande tournée de la LPHF. Oui. 7 mars, c'est le Frost contre les Sirens à Riley. Oui, exactement. Donc, ça va être vraiment un bon match. C'est la première fois qu'ils vont s'en aller, dans le fond, en Caroline du Nord. Aller découvrir un autre marché là-dessus. Puis après ça, il reste 2 stops à Détroit. Ottawa versus Boston aussi, qu'on va aller voir. On avait fait un match là-bas il y a plusieurs années. Non, pas tant que ça, 2-3. Puis c'est un marché qui est le fun aussi. C'est un marché qui a beaucoup d'équipes élites. Professionnelles, mais aussi jeunes, tu sais, les Little Caesars. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Justement, Manon Réaume en faisait partie beaucoup d'aller développer ces organisations-là. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais prochain stop, le 7 mars. C'est bientôt, là.
Intéressant, Vendredi. intéressant. Et, bon, dans les coulisses de la LPHF, rapidement, moi, je veux juste te ramener sur le concours d'habileté des Canadiens de Montréal qui ont invité les joueuses. Et Jennifer Gardiner, numéro 12 de la Victoire de Montréal, joueuse repêchée au deuxième tour l'année dernière. Jennifer a fait une prestation spectaculaire. C'est elle qui a remporté devant son plus proche rival, Matheson, le concours de précision avec un temps de 9,457 secondes. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'elle a battu beaucoup de gars dans la Ligue nationale. Puis on avait vu, tu sais, ces événements-là avoir eu lieu au match All-Stars dans les années passées. On avait invité des gens là-dedans. Puis là, tu vois, les 4 nations, le tournoi des 4 nations comme pris ce week-end-là. Donc, je ne sais pas si le All-Star Games va continuer d'exister. Mais chapeau aux Canadiens. Les sénateurs d'Ottawa aussi ont fait la même chose. Oui, c'est vrai. Fait que c'est des choses qui vont être assez intéressant de voir la continuité de ça. Puis de comparer les deux sexes aussi là-dessus. Mais juste avant qu'on aille à Marie-Ève Dicker qui est avec nous, qu'on va parler de boxe, je veux juste te dire, Karel, que si Jennifer avait fait sa prestation durant le Week-end des étoiles l'année dernière à Toronto, elle aurait fini 3e. J'adore. Seuls McDavid et Austin Matthews avaient franchi la barre des 10 secondes à travers la Ligue nationale. J'adore ça. Puis je dis rien. Tu sais quoi, même avant, la première fois qu'on l'a fait aussi, Hilary Knight avait battu le 3/4 des... Je pense qu'elle avait fini 2e aussi, justement, dans ce concours-là. Oui. Le même concours ou la même année que Kendall Coyne, ou c'était l'année d'après, Kendall Coyne avait battu, justement, avec son tour le plus rapide. Fait que, on s'arrête pour quelques petites secondes ici, là. Bien, on va aller parler avec Marie-Ève Dicker, ancienne championne de boxe, collaboratrice, une passionnée de sport. Absolument. Et qu'on veut s'entretenir avec elle. On veut savoir, on veut avoir ses impressions sur le combat de Kim Clavel. Puis on a plusieurs questions pour elle aujourd'hui. Donc, on va aller rejoindre Marie-Ève. Salut Marie-Ève! Contente de t'avoir avec nous. Salut Marie! Salut les filles! On est heureuse de t'avoir. La prochaine fois, tu vas venir avec nous autres en studio. On va en jaser encore plus. Mais là, cette semaine, moi, je veux que tu nous parles de comment ça a été ta semaine, la semaine dernière. Je t'ai croisé à RDS. Tu avais du stock à parler au niveau de la boxe québécoise au grand complet. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu des 3 gros combats, mais qu'on va finir avec le combat qui m'a touché le plus, celui de Kim, OK? Ouais. Fait que lance-nous. J'étais tellement excitée, puis là, tu t'en parles, puis là, j'avais comme tellement hâte déjà de commencer à en parler parce que, on va se le dire, là, on a eu des années de vache maigre là, avec la boxe québécoise dans les dernières années. Là. Ça a été vraiment difficile. On a quelques boxeurs de haut niveau qui ont pris leur retraite. Ouais. Shame on them. Mais non. Mais, Marie-Ève, tu fais partie de ceux-là, hein? By the way, je fais juste dire ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié, tu sais. Mais bref, tu sais, on avait des boxeurs. On avait, à un certain moment donné, au Québec, on avait 4 champions du monde. Ouais. On avait Arthur Beterbiev, on avait Kim Clavel, il y avait moi qui étais championne, il y avait Oscar Ribas. Donc, on avait vraiment des belles années. Puis là, à un moment donné, ben, Oscar a pris sa retraite, David Lemieux a pris sa retraite. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y avait comme une vague. Puis là, oups, on a perdu une partie de ceux qui étaient là. Puis les dernières années, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez parlé de boxe. Et là, cette semaine, des gros combats, ça a commencé en Arabie Saoudite. Et ça, pour les gens qui suivent ou suivent pas la boxe, depuis que l'Arabie Saoudite, dis-je, est arrivée dans le décor, on a vraiment amené la boxe à un autre niveau parce que là, on est capable d'avoir le budget d'organiser les combats. Souvent, en boxe, on se le cachera pas, les champions ne voulaient pas affronter les meilleurs parce que, ben, c'était pas payant, trop de risques. Mais là, ben, avec son Altesse, ben, on allonge des gros dollars, ce qui fait que les combats se concrétisent. Et là, on avait Arthur Beterbiev, qui est... oui, c'est un boxeur tchétchène, mais il est basé ici à Montréal. Donc, lui, il a fait confiance à une équipe entièrement québécoise. Donc, son entraîneur Marc Ramsey, Samuel Descaries, Luc Vincent, toute son équipe est québécoise. Il est basé ici à Montréal, boxé en Arabie Saoudite. Malheureusement, c'est incliné, mais c'était un rematch pour lui, donc le deuxième combat. Et clairement, je pense que ça a mis la table pour peut-être une trilogie. Donc, ça va être à surveiller. Bien, ça serait vraiment cool parce que là, le premier combat, c'est Arthur qui l'a gagné. Le deuxième, c'est Bivol qui l'a gagné. Les deux, les mêmes pointages, identiques, mais inversés. Donc,
ça c'est vraiment particulier parce qu'après ça, ben, on ramène Arthur qui boxe sur des plateformes comme ça ici au Québec, puis on est capable d'organiser des gros événements. Fait que c'est comme une espèce de locomotive. Fait que ça, c'était un gros combat pour les Québécois. Tu vois-tu, là-dessus, je te lance, tu vois-tu des groupes d'investisseurs québécois qui pourraient embarquer maintenant à cause qu'il y a eu un hype comme ça? Ou... je sais pas si des groupes d'investisseurs québécois, parce qu'on a l'impression que le Québec, c'est un petit peu particulier. Tu sais, dans le sport, partout à travers le monde, aux États-Unis, ben souvent, c'est des investisseurs privés qui vont embarquer et tout ça. Au Québec, ça se voit un petit peu moins. Généralement, c'est les promoteurs qui vont organiser les galas. Puis là où il y a vraiment une différence, c'est avec le réseau de télé ou le diffuseur qui va embarquer, parce que le diffuseur va payer des gros dollars. Fait que, admettons, dans ce cas-ci, c'était DAZN qui était le diffuseur. Ben, le diffuseur, ben, avec le prince Turki Chalaki, il a avancé de la grosse argent, mais éventuellement, si on veut amener Arthur ici, peut-être qu'un diffuseur va embarquer. Et là, ben, quand on a ce budget-là, c'est tous nos boxeurs québécois qui sont mis de l'avant, parce que la sous-carte, ben, ça va être notre monde d'ici. Puis quand on a de l'argent pour faire boxer notre monde d'ici, ben, on a de la capacité d'amener des adversaires de qualité, on a de la capacité pour les amener en combat d'envergure, les faire boxer devant 15-20 000 personnes. Donc ça, là, c'est des choses, c'est de l'expérience qui ne s'achète pas, puis c'est de la visibilité qui ne s'achète pas. Fait que c'est vraiment une belle locomotive. Ça reste à voir parce que là, Arthur, 40 ans. Donc, la décision va être importante, mais je trouve que ça a bien mis la table pour une semaine de boxe québécoise. Oui. Mais tu le connais un peu plus, Arthur. Penses-tu que, justement, sa fierté, même il va avoir 40 ans, il va dire « Hey, il faut absolument, je veux gagner ce 2-2-3-là ». Écoute, avant ce combat-là, je t'aurais dit oui à 100%. Pendant ce combat-là, lorsque je regardais Arthur dans le coin, le non-verbal, pour la première fois de sa carrière, il en a eu plein les bras. Pour la première fois de sa carrière, j'ai senti Arthur un peu sans réponse. Puis, je pense que Arthur n'a plus rien à prouver. Avant ce combat-là, il était invaincu. À sa fiche, il y a, je vais le dire de mémoire parce que je la connais pas par cœur, mais je pense que là, il y a 21 victoires, une défaite, dont 20 victoires par KO. C'était presque un pourcentage de 100% de KO. Il n'y a plus rien à prouver. Il a été champion unifié. Il a eu les 4 ceintures de ring. Il a eu tout ce qu'il y avait à avoir. Donc, je comprendrais sa décision de se retirer parce que à un certain moment donné, ben, la boxe, c'est un sport qui est extrêmement difficile. Puis, on regarde le combat, c'est une chose, mais c'est tous les sacrifices qui entourent la boxe. C'est tout le camp d'entraînement. Parce que le camp d'entraînement, c'est ce qui gruge le plus d'énergie parce qu'on a des sparring. Les sparring, c'est des simulations de combat avec des gars un petit peu plus gros puis des casques. Mais ça, on en fait 3 fois par semaine. Là. Donc, tout ce qui mène à un combat, c'est très difficile sur le corps. Donc, je pourrais comprendre que sa décision soit de dire, ben, je me retire. En même temps, j'ai l'impression que c'est un gars fier, un gars qui a de l'ego, qui a de la fierté. Je pense qu'on a peut-être un petit peu de chance. Le temps va faire les choses, mais on a peut-être un petit peu de chance. Du moins, on va se croiser les doigts parce que on a besoin de ça. Ça a vraiment mis la table là, pour une semaine incroyable. Là. Puis à tes yeux, là, on a parlé, est-ce qu'il va le faire encore? J'arrête plus de dire, est-ce qu'il va revenir ou le faire ici? C'est quoi les chances qu'on ait un match au Québec? Bien, le dernier combat, avant qu'il y ait les 2 combats en Arabie là, de Bivol et Beterbiev, le dernier combat de Beterbiev était ici à Québec. Là. Donc, ça avait été fait au Centre Vidéotron en janvier l'année dernière. Puis, c'était vraiment cool. Moi, j'étais à Québec pour Salut Bonjour ce week-end-là, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu la ville vibrer au son de la boxe. Oui, parle de ça. C'est ça qui me manque, moi. Oui. C'est ces moments-là que quand j'étais jeune, je me souviens que c'était comme facile de le voir ou d'entendre parler de la boxe. Puis c'est pour ça que quand j'en parlais avec Isa, je dis, il faut qu'on ait Marie-Ève. Sur notre podcast, on parle de sport féminin au grand complet. Je sais qu'on va venir à Kim, mais juste la boxe québécoise. C'est vrai. Tu sais, où on en est maintenant aussi là-dedans. Je sais que ça s'est passé au Québec. Là. Je veux que tu me parles de cet événement-là en tant que tel, puis comment les gens de Québec ou de la province au grand complet ont réagi à ça. Puis après ça, donne-moi un peu on dirait que je suis pas assez cultivée sur la boxe québécoise, puis que je veux le faire, puis je veux l'amener à d'autres aussi, tu sais. Ben, en fait, quand on a eu Arthur qui est boxé ici au Québec, ça nous a rappelé peut-être un peu les belles années de Lucian Boutet. Ça nous a rappelé peut-être les bonnes années de Jean-Pascal. Et je sais pas si Isabelle, est-ce que tu étais là à Québec quand il y a eu le combat de... Non, j'étais pas là. Parce que je sais que généralement, je te vois dans tous les événements sportifs, je me posais la question. Mais
Non, mais j'étais au dernier combat de Kim Clavel, par exemple, qui était à Place Belle, mais pas celui qui était pas lui, pas celui-là à Québec. Non, c'est ça. mais ce qui était fou, c'est de voir tous les gens qui... tu sais, moi, j'étais au restaurant de l'hôtel, puis là, les gens s'en allaient tous. Ils soupaient, puis ils allaient tous à la boxe. Ensuite de ça, j'étais sur le plateau de Salut Bonjour. Tout le monde me demandait, hey, puis la boxe. Et tout le monde, presque, y avait été. Donc, ça a été, je pense, de mémoire, entre 10 et 15 000 spectateurs. On n'avait pas eu ça depuis tellement longtemps. Puis, sur cette carte-là, ben, il y avait Wilkins Mathieu, il y avait Léla Baudouin, il y avait nos boxeurs d'ici qui boxaient devant chez eux, qui boxaient sur un gros réseau de télé, qui avaient une bourse considérable parce que on avait cet événement principal-là. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la beauté de la chose. Après, je pense pas qu'on est tout à fait là parce que si je regarde le combat de Kim qui a eu lieu jeudi, on en a parlé. Pas assez. Pas assez. OK, c'est exactement où je voulais aller avec ça. Oui. Ben, on s'en va là, justement, parce que je suis d'accord, j'ai pas l'impression qu'on a parlé de ce combat-là. L'effervescence avant. T'sais, là, on est dans le sport. On le savait, mais encore là, tu sais, j'étais à l'affût, j'aime ça, tu le sais. Bon, tu l'as mentionné, puis il me semble que ça passait à côté. Bon, je me suis dit, je vais être trop occupée dans trop d'autres sports, mais non, forcé d'admettre, on n'en a pas fait beaucoup la promotion, là. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'en ai parlé un peu à RDL. Je sais que Kim a été reçue un peu en avant, en amont de ça, mais j'ai plein d'amis qui me disaient, Kim boxe à soir, puis on dirait que, à tort ou à raison, on dirait que les gens n'ont pas compris l'ampleur, l'impact de ce combat-là, parce que c'était un combat d'envergure. Non, c'était pas un combat de championnat du monde, mais elle affrontait une adversaire de qualité. C'était pour 2 ceintures mineures et c'était un peu le combat de test pour savoir est-ce qu'elle est prête à aller en combat de championnat du monde, parce que l'adversaire qu'elle avait affronté, Ortiz, elle avait 7 défaites, mais ces 7 défaites, c'était contre des championnes actuelles, contre des championnes unifiées. Donc, sur ces 7 défaites, c'était juste les meilleures de la catégorie. Elle avait Yosaka Vallée, elle avait Marlène Esparza. Donc, plein de boxeuses comme ça qui ont dominé. Elle avait été championne du monde, je pense, de 2008 à 2013, si ma mémoire elle est bonne. Donc, c'était un combat vraiment, un adversaire dangereuse, un combat d'envergure. Puis moi, je l'ai dit en amont, ça passe ou ça casse. Parce que Kim perdait ce combat-là, on oubliait ça, un combat de championnat du monde. Parce que elle n'aurait pas eu sa chance, là. T'aurais pas... Parce qu'on recule loin dans les classements. Tu sais, ça lui a pris peut-être, 1 an et demi, 2 ans avant d'arriver. Puis on n'est pas en combat de championnat du monde encore, là. Mais juste de dire qu'on est aux portes, ça lui a pris 1 an et demi, 2 ans. Okay. Là, à 34 ans, une défaite comme ça, un autre 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans, je sais pas. Tu sais, je parlais tantôt avec Arthur du processus. C'est difficile. C'est difficile de rebâtir, puis j'ai trouvé bonne de rester motivée puis de ronger son frein jusqu'à présent. Puis tu vois, elle disait avant, parce que je l'ai pris justement à la télé, qu'elle était excitée. C'était le premier match qu'elle se sentait bien. Tu sais, qu'elle avait passé par-dessus, whatever, ce qui était les victoires. Tu sais, des fois, t'es dans la game où tu restes dans des matchs où ils sont trop près ou peu importe ce qu'il y en est. Ouais. Mais là, elle sentait cette excitation-là. Pour ce match-là, elle avait hâte de se battre. Je trouve ça drôle parce que tu me dis ça aussi, toi, c'est ce que tu aimais le plus, c'est de te battre. Oh oui, c'est ça. Moi, j'aimais ça me battre. Moi, je faisais de la boxe pour me battre. Tellement surprise de toi. Fait que, tu sais, tu as parlé de processus rapidement, puis on n'est pas obligé d'élaborer méga, mais j'aimerais ça que les gens comprennent aussi, te parler justement des camps, ce qu'ils en fait, mais pourquoi elle s'en sentait maintenant, avant ce match-là, prête, excitée, enthousiaste. Je pense pas que c'était juste à cause de l'adversaire. Tu sais, je pense qu'il y avait un regain. Un peu des deux. Okay. Un peu des deux, parce que dans le fond, tu sais, je veux dire, vous savez comme moi, puis tu sais, Karel t'a joué au hockey, là, je veux dire, quand tu t'en vas dans un match rivalité, le Canada, États-Unis, match final, tout ça, ton excitation est au summum. Je veux dire, t'arrives là, puis c'est ton objectif, c'est ton rêve, c'est le maximum. Puis là, ben, tu perds ce match-là, puis là, on te dit, bon, ben, tu vas aller faire une couple de matchs préparatoires contre l'Allemagne. Puis après ça, tu vas aller faire contre la Suisse. Puis là, tu comprends que ça fait partie du processus. Il faut que tu gagnes pour arriver là. Faut que tu gagnes pour revenir dans ces matchs-là, puis faut que tu trouves ta motivation, mais c'est sûr que c'est jamais la même motivation que ce que tu as dit. Ben, tu t'en vas affronter les Américaines. Là, c'est 3-3 dans la série. Celle qui gagne le 4 de 7. C'est jamais le même engouement, la même excitation. Puis comme je le dis, le processus, c'est ça. Puis ça, c'est une des parties les plus difficiles du processus. C'est facile de te motiver pour un combat d'envergure. C'est facile de te motiver pour un combat de championnat du monde. C'est difficile d'être en haut, de dégringoler l'échelle puis de remonter les échelons.
au début, quand tu commences ta carrière, tu sais que ça fait partie de la game. Tu sais, tu commences ta carrière, puis tu sais que tu vas affronter des adversaires de second plan, puis c'est normal, parce que tu as de l'expérience à aller chercher, tu as des outils à aller acquérir, puis tu dois monter dans les classements. Mais une fois que tu es au sommet puis que tu affrontes juste les meilleurs, puis là, on te dit, ouais, excuse-moi, tu recommences. C'est démotivant un peu. en prison, ne passez pas go, ne réclamez pas 200, là. Ouais. OK, ouais, je comprends. C'est la même chose. Puis là, on revenait là, dans les gros combats, là. OK, je Puis comprends. Marie, j'aimerais ça que tu me parles aussi parce que si j'ai bien compris, elle avait aussi diminué son poids. Elle a changé de catégorie. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un impact, là. Elle allait dans une catégorie, un poids plus léger, là. Oui, puis ça s'est vraiment bien fait. En fait, je suis pas dans ses shirts pour savoir comment elle a perdu ce poids-là, mais ce que Moi, je veux dire, c'est que savoir, sur le ring, le résultat était très bon. Je pense qu'ils savent comment le faire, mais c'est pas nécessairement les plus le fun, habituellement. Non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, sur le ring, parce que généralement, quand on va descendre de catégorie de poids, on va concéder de la vitesse parce qu'on le sait, plus le poids est bas, plus ça se passe rapidement. Et Kim avait vraiment un net avantage au niveau de sa vitesse, là. Elle était nettement plus rapide que son adversaire. Donc, la transition s'est bien fait. Après ça, il y en a qui vont dire, ouais, mais de 108 livres à 105 livres, c'est juste 3 livres. Oui, c'est juste 3 livres, mais ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage de poids corporel perdu. Parce que quand on regarde les catégories de boxe, quand on commence, mettons dans les petites catégories de boxe, ben, c'est 103 à 105, 105 à 108, 108. Le poids est rapproché, alors que plus on monte, c'est comme moi, c'est 140 à 147, 147 à 154. Ouais. Fait que l'espace est plus grand parce qu'on y va en pourcentage de poids. Donc, chez les poids lourds, ben, c'est 175 à 200. Puis après ça, donc, l'écart, elle est plus grande. Donc, généralement, c'est ça. Puis pour Kim, ben, c'est 3% de son poids. Donc, pour faire une histoire courte de ça, 3% de son poids, 108 livres, qui est la catégorie dans laquelle elle boxe normalement, c'est pas le poids qu'elle a tous les jours. Donc, elle n'est pas dans la vie de tous les jours à 108 livres. Elle perd 3%, elle descend 105. Non, pas du tout. 108 livres, il y a déjà une coupe de poids. Fait que pour faire 108 livres, elle a déjà coupé dans son poids. Pour faire 105 livres, ben, on enlève un autre 3%. C'est ça. Puis, généralement, les athlètes, quand on va essayer de favoriser une coupe de poids qui est saine, on va essayer de ne pas déshydrater de plus que 6 à 7% de son poids. Donc, dans le cas de Kim, là, on est sur la limite. Là, Fait qu'il a fallu s'y prendre d'avance, il a fallu vraiment bien gérer la coupe de poids, puis pas juste aller dans le sauna puis perdre les dernières livres, parce qu'à un moment donné, j'expliquais l'analogie. Chapeau à vous autres là-dessus. Wow, là. bravo. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, un citron, là, tu te dis, OK, tu presses, mais quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Fait qu'il faut vraiment être très, très, très minutieux dans le processus. Là. Absolument. Puis, rappelle-moi un peu, admettons, il fallait qu'elle soit à 105, excuse. 105. Le jour de combat, là, tu penses qu'elle était environ à combien? Parce que je sais qu'il y a tout le temps ça. Il y a tout le temps un petit... un yo-yo, là. Un yo-yo un peu généralement, c'est toujours propre à chaque boxeur. Personnellement, moi, je n'aimais pas ça, prendre trop de poids, parce que j'étais une fille qui était agile, j'étais une fille qui bougeait beaucoup. Fait que si je prenais trop de poids entre la pesée et le combat, je me sentais comme une patate. Là. Je n'étais pas assez sharp. Fait que moi, je prenais peut-être un 8-10 livres entre la pesée, puis j'ai des amis, moi, Eléder Alvarez, lui, il prenait au-dessus de 25 livres. Oui, c'est ça, les gars, c'est fou. Là. Les gars, c'est fou. Puis après ça, lui, peut-être qu'il se fiait un petit peu plus sur sa force de frappe, il avait l'impression qu'il était plus solide dans son coup de poing, alors que moi, c'est plus les aptitudes, les déplacements. Fait que Kim, tu sais, mettons, tranchons la poire en deux, peut-être un 5 à 8 livres de plus le soir du combat, mais encore là, comme j'explique, c'est pas tant le nombre de livres que le pourcentage de son poids. Écoute, je fais toujours ça quand j'étais avec Isa, on fait un XNO des games de hockey, ces choses-là. J'aimerais ça que tu me fasses un XNO de la performance de Kim de vendredi soir. Comment t'as trouvé ça? Comment c'est allé? Puis après ça, on va revenir sur le hype après, avant, pendant. Puis là, c'est quoi qui est next pour elle, s'il te plaît? Première chose, le combat a vraiment très, très mal commencé. J'étais tellement inquiète. Les premiers rounds... OK, j'ai même pas... OK, vas-y, parce que moi... Vas-y, là, c'est... les premiers rounds, écoute, ça allait vraiment mal pour Kim. On dirait qu'elle était surprise, puis son adversaire, elle avait un synchroniste. Je vais utiliser l'expression anglaise parce que je suis pas RDS en ce moment. Elle avait un timing de fou. Tu voyais, de par son expérience, parce que Kim lançait quelque chose, l'autre, elle a contre-attaqué tout de suite avec la main droite. Elle a tout une réponse, là. Donc, s'est laissé surprendre, s'est mis à vraiment mettre de la pression, mais son adversaire se laissait pas prendre dans les câbles. Donc, on a vraiment vu à quel point
elle avait de l'expérience. Okay. Ça a pris quelques rounds avant que Kim se mette en marche. Là. Je pense que sur les 5 premiers rounds, j'avais donné 1 round à Kim, 4 à son adversaire. OK. Et là, ben, dans la deuxième partie du combat, il y a vraiment un ajustement qui s'est fait. C'est comme si Kim s'était dit, ben, elle me fait pas mal, donc je vais encaisser le premier coup de poing, puis là, je vais poursuivre mon attaque. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Ça a commencé à bien aller, elle a commencé à mieux utiliser sa vitesse. Son adversaire, oui, elle a contre-attaqué, mais Kim travaillait en volume de coups. Puis souvent, en boxe, c'est ça. En boxe, tu veux toujours gagner l'échange. Fait que dans le fond, tu vas recevoir un coup. Ce qui compte, c'est d'aller en donner 2-3 par après pour que dans la tête des juges, même si tu as reçu donné un coup, tu as gagné l'échange en finissant. Donc, tu reçois un coup, tu en donnes un. Tu reçois 2, tu en donnes 2. Il faut toujours que tu travailles comme ça. Puis c'est ce que Kim a fait dans la deuxième partie du combat. Donc, les 5 derniers rounds, moi, je les avais donnés à Kim, ce qui fait que sur ma carte non officielle, j'avais 96-94 Kim. Mon chum qui était à côté de moi, qui avait été vraiment plus serré, là, lui, il avait plus strict. Il y avait 95-95. Puis il y avait Lucien Boutet à côté de moi qui, lui, avait 97-93. Fait que c'est ça. Tu sais, le score officiel, ça a été un juge 96-94, les deux autres 98-92. Okay. J'ai pas l'impression que c'était représentatif du combat parce que c'était pas un combat en sens unique. C'était un combat dans lequel Kim a dû s'ajuster. Elle a fait des apprentissages. Elle a gagné en expérience. Puis ce que j'ai aimé de ça, c'est qu'après le combat, elle a dit... Ben, je suis consciente que pour un combat de championnat du monde, il va falloir que je lève mon jeu d'un cran. Puis moi, c'est ce que je disais, c'est que dans un combat d'envergure, tu peux pas te permettre de prendre 5 rounds à t'ajuster. Parce que là, elle a eu le dessus de son adversaire, mais la championne, là, elle va se réajuster. Fait il y a des apprentissages, mais tu sais, des fois, on parle souvent des marches. On dit, ouais, la marche était trop grosse. Puis j'ai l'impression que dans le combat de Kim, c'était juste la bonne marche. Tu sais, la marche entre les deux, mettons, le combat de championnat du monde est là, puis son adversaire était là. Fait que si on était passé directement là, peut-être ça aurait été trop haut. Mais là, c'était juste la bonne marche, un beau combat d'apprentissage, un combat dans lequel elle a démontré du courage, de l'acharnement. Elle n'a jamais abandonné. Puis ça a été super spectaculaire au final. Ah, j'adore. Vraiment, merci parce que je trouve que tu nous amènes en profondeur des détails que des fois on n'a pas la chance d'avoir de la même façon. Ah oui, c'était plus celle que l'aile. Tu sais, comme... Mais je le dis souvent, tu sais, puis je trouve ça un peu dommage que on n'a pas la chance de parler de boxe souvent ou de prendre notre temps avec la boxe parce que c'est un sport qui gagne à être connu. Puis c'est un sport dans lequel il faut encore éduquer les gens parce que puis c'est normal, tu sais, je veux dire, la plupart des gens vont regarder un combat de boxe puis vont faire « Ah ben... » Tu sais, je veux dire... lui a gagné ou elle a gagné. Puis des fois, là, surtout 105 livres, là, ça va vite en tabarouette. Là. Fait, des fois, tu vois pas vraiment toutes les subtilités, mais moi, je le dis toujours, la boxe, c'est des échecs full contact. Fait que c'est tellement stratégique, ça se passe tellement rapidement, mais tu paies cher le prix quand tu manques ton coup. Fait que c'est clair. Je pense qu'on gagne à éduquer les gens. Tu sais, au hockey, là, les gars qui couvrent le hockey, ben, il y a une sortie de zone, là, sont 8 pour expliquer la sortie de zone avec des X and O, justement. Puis en boxe, malheureusement, on fait pas ça. On prend pas le temps. C'est pour ça que j'adore ce que tu viens de faire parce que, tu sais, je veux dire, j'ai une facilité, moi, à voir certaines choses ou j'ai une facilité aussi à dire, puis on le dit même en tant qu'analyste, OK, on espère que le coach ou l'entraîneur va ajuster sa stratégie parce que clairement, ils n'ont pas été capables de franchir la ligne bleue aussi facilement qu'ils s'attendaient ou le système défensif, tu sais, comme... c'est la même chose en boxe, c'est juste que on n'a pas assez de vitrine ou de visibilité ou de temps, même alloué, à ce que, tu sais, tu fasses vraiment une décortication de qu'est-ce qui s'est passé, comme on fait, mettons, en antichambre sur une game de hockey, qu'on a toute une façon de le faire ou de le dire, mais on le dit toutes de la même façon. Du temps on dit la même chose. Et de la fréquence aussi. Exact. D'être sur plusieurs plateformes, parce que, bon, c'est pas la première fois, tu sais, des fois, si tu connais pas quelque chose, tu n'aimeras peut-être pas ça au début. Si rapidement, on en parle un peu, mais on en parle plus souvent, régulièrement, puis d'amener des petits flashs comme ça pour pouvoir permettre de faire réaliser aux gens c'est quoi la stratégie derrière. C'est pas juste du monde qui se cogne dessus. Ben, c'est ça. Puis tu le disais si bien, Isabelle, là, la boxe, s'il y a un sport dans lequel il y a une idée préconçue que c'est le plus tough des deux qui va gagner ou le plus en forme des deux qui va gagner, c'est vraiment la boxe. Puis je pense qu'on a vraiment, avec l'image de Kim puis le combat de Arthur Beterbiev, là, justement, les deux combats
on n'a pas meilleure image pour montrer à quel point, à ce niveau-là, sont toutes en forme, sont toutes forts, sont toutes vite, ils ont toutes les skills. Mais ce qui fait la différence, c'est la stratégie. Puis dans le combat de Bivol, ça s'est gagné sur la stratégie encore. Oui. C'est Bivol qui a pris Arthur Beterbiev par surprise. Dans le combat de Kim, ben, c'est Kim qui a ajusté sa stratégie. Donc, je pense qu'on n'a pas meilleur exemple en ce moment pour démontrer à quel point, à un certain niveau, là, les athlètes sont tous là. Sont tous au même niveau. Ce qui va faire la différence, c'est l'équipe d'entraîneurs, puis surtout la capacité du boxeur à exécuter ce qu'on lui demande. Et c'est là qu'on différencie les champions des champions unifiés de ceux qui sont 3e, 4e au monde. Je comprends. Puis, tu sais, j'aime ce que tu dis aussi, parce qu'à travers tout ça, c'est ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de nous donner un petit niveau d'expert maintenant dans notre salon à essayer de gérer ou de voir s'il y a eu un changement dans la stratégie du boxeur ou de la boxeuse. Tu comprends? Fait que moi, ça me parle, puis j'espère que ça va parler aux gens qui nous écoutent. Ça, c'est clair, net et précis. Puis en même temps, tu sais, de découvrir un peu plus ces boxeurs-là. Tu sais, là, on parle de Kim. Kim, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi le cheminement? T'sais, après ce match-là, bon, c'est quoi qui est next maintenant, Marie, pour elle? Mais en fait, ce qui est particulier de Kim, puis j'en parle souvent quand on arrive dans des combats d'envergure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que en boxe, ce qui est particulier comparativement au hockey, au tennis ou à tous les autres sports, dans toutes les autres ligues, il y a toujours quelqu'un qui dit, bon, ben ton calendrier, c'est toi, t'affrontes un tel, puis toi, t'affrontes un tel. Puis si tu gagnes, tu vas affronter un tel. Alors qu'en boxe, pas vraiment. Fait qu'il y a des classements. Il y a des classements, mais avec un petit montant d'argent avancé, clairement, on peut faire bouger les classements ou on peut se faufiler et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on va être capable d'organiser un combat, c'est la capacité à pâter le boxeur avec une bonne bourse. Parce que, admettons, moi, si je suis championne, puis là, tu me dis, Marie-Ève, je t'offre 8 peanuts pour venir boxer ici, je vais faire, wow, non, merci. Alors que si je suis championne, puis là, tu me promets un voyage à Walt Disney, puis une croisière tout inclus, là, il y a des chances que je vais venir boxer chez vous. En ce moment, avec Kim, c'est ça qui arrive. Kim n'est pas championne. Donc, puis ce qui est dangereux, c'est c'est une adversaire qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle est très bonne. Elle appartient à l'élite de la catégorie. Fait que la championne, en ce moment, elle se dit, OK, ben moi, je donne-tu une chance à elle ou je vais vers quelque chose, peut-être un combat un petit peu plus facile parce qu'elle a la possibilité de le faire. Donc, comment on va convaincre la championne d'affronter Kim? Ben, c'est en avançant un voyage à Walt Disney. C'est en avançant une bonne bourse d'argent. Puis la réalité ici, au Québec, c'est qu'on n'a pas nécessairement ces fonds-là parce qu'on n'a pas de diffuseur majeur. On n'a même pas diffusé le combat à RDS, on n'a pas diffusé le combat à TVA Sport, on n'a pas de diffuseur majeur. Puis même si ça avait été le cas, ben, RDS, TVA Sport ne peuvent pas rivaliser avec Matchroom, avec DAZN, avec Apple TV, avec Netflix. On ne peut pas rivaliser avec ça. Donc, ce que ça prend, c'est un diffuseur majeur. Et c'est là où le combat d'Alexis Barrière, qui a eu lieu vendredi, à la fin de la semaine, vient mettre toutes les pièces du puzzle ensemble parce que Alexis Barrière, qui est un boxeur poids lourd, sur lequel on fonde énormément d'espoir, ben lui a réussi à attirer l'attention de DAZN, un gros diffuseur. Donc, DAZN a présenté sa première carte au Canada, ici, à Gatineau, au Casino du Lac-Lémy. Et tous les gens de DAZN ont surveillé le combat de Kim. Donc, on a, avec Alexis, attiré les regards de DAZN vers Kim. Donc, là, on a vraiment marqué des points sur toute la ligne parce que Alexis a gagné son combat. On a attiré l'attention d'un diffuseur. Et là, peut-être que DAZN va arriver avec un montant comme substantiel. Et c'est ce qui va nous permettre d'amener un combat de championnat du monde à Kim Clavel. Que là, la championne va vouloir descendre, puis Kim va la championne va dire, crime, moi, je peux aller faire un combat sur DAZN avec une bourse payante, une fenêtre comme ça. Oui, je vais l'affronter Kim Clavel. C'est intéressant. C'est fou que c'est... Puis je me souviens que tu m'avais dit ça parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, y a-t-il des choses qui protègent les boxeuses ou des boxeurs? Tu sais, on parlait de ça, puis avez-vous déjà pensé à faire une union pour vous protéger? Mais c'est tellement... Il y a tellement de choses qui sont indirectes à l'athlète qui gère ces matchs-là. C'est fou. Je pense que c'est l'affaire qui est la plus difficile avec la boxe, c'est à quel point il y a des choses qui sont incertaines puis sont incontrôlables. Puis d'ailleurs, j'en ai fait une conférence. Je suis conférencière maintenant et je parle de tous les trucs que j'ai eu besoin pour garder la tête hors de l'eau. Parce que je pourrais dire, pour être saine mentalement dans ce sport-là, puis je me considère pas vraiment saine mentalement. Fait... c'est pas grave, il y a pas personne ici qui l'est. pour faire à peu près comme si ma vie était normale, malgré tout ça, tu sais, parce que
la réalité en boxe, c'est que tu sais jamais quand tu vas boxer, contre qui tu vas boxer, puis combien tu vas être payé. Puis t'as beau être la meilleure ou le meilleur boxeur, si t'as pas un promoteur qui a les moyens de financer ta carrière, ça se peut pas. Si t'as pas un réseau de diffusion qui accroche sur toi puis te met sur ces plateformes-là, ça se pourra pas parce que tu vas toujours rester dans le bas des classements, tu n'auras jamais cette opportunité-là. Donc, pour être un boxeur qui réussit, qui devient champion du monde, il faut autant que tu développes tes aptitudes sur le ring que ta capacité à être vendeur, ta capacité à développer ton image, puis à attirer des foules, puis à vendre des billets, puis à attirer un diffuseur comme ça. Je pense que avec Kim, on l'a bien fait. Avec Alexis, on le fait très bien. Avec Arthur Beterbiev, on le fait très bien. Puis en ce moment, il y a plein d'autres bons boxeurs ici au Québec qui, des fois, c'est un peu compliqué. Là. Cette partie-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qui fait qu'un boxeur va réussir, c'est vraiment d'avoir tout cet élément-là, autant en tant qu'athlète qu'à l'extérieur, chose qu'on n'a pas dans le hockey, qu'on n'a pas dans le football. Je veux dire, Patrick Laney, là, il n'y a pas besoin de se casser la tête à savoir s'il répond bien aux questions des entrevues. Là. Je veux dire, on voit clairement que ça n'a aucun impact sur son temps de jeu puis sur sa paye au final. T'sais. Mais du côté féminin, ça a un impact, encore. Mais le côté féminin, c'est encore... La réalité, c'est encore ça. Parce que la réalité du côté féminin, c'est que, tu sais, oui, on gagne notre vie de nos bourses, mais la plus grande partie de notre revenu réside dans les commanditaires. Donc, automatiquement, il faut développer ça. Puis... Tu sais, je pense pas que ce soit mauvais parce que je pense que c'est un skills qui va nous aider parce que, tu sais, moi, la raison, je pense, pour laquelle je fais de la télé aujourd'hui, que je fais des conférences, c'est que j'ai développé ce côté-là de moi, d'être capable de faire des entrevues, d'être capable d'accrocher les gens, de donner envie aux gens d'écouter mes combats. Ben, c'est ce qui fait que j'ai peut-être eu cette ouverture-là. Fait que je pense que c'est pas mauvais. Après ça, ben, c'est sûr qu'on veut toujours plus pour les filles. Fait on espère que ça va aller plus vite, mais en ce moment, je trouve que entre le moment où moi j'ai commencé ma carrière puis la situation des athlètes féminins en ce moment, je pense qu'on est déjà à des années-lumière. Puis j'espère que ça va être exponentiel, que ça va pas juste aller 2 fois plus vite, mais mettons, tout ce qu'on a fait, qu'on le fasse encore plus rapidement puis plus vite. Là, je comprends. Puis là-dessus, justement, là, on te connaît sur un peu d'autres facettes. Qu'est-ce qui continue de te passionner à vouloir continuer de développer justement la boxe au Québec, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours justement pour aider à ce que ça continue d'avancer puis de garder cette progression? Je joue beaucoup au golf. Oui, c'est bon. On a parlé beaucoup de golf aujourd'hui, justement. On est ensemble, justement. Oui, c'est ça. Puis tu sais, quand je joue au golf, j'ai 4h30 de temps sur le terrain avec les gens, fait que j'ai 4h30 de temps pour leur expliquer que la boxe, c'est cool. Du PR, j'aime ça! Une partie de golf at a time, j'adore ça. C'est acceptable. C'est sûr qu'il va falloir que tu reviennes nous voir, Marie. Il va falloir qu'on parle encore plus. Moi, j'ai envie de vous lancer un défi, les filles. Oh! Moi, je suis une fille de défi. Ben, OK, toi, t'es une joueuse de hockey. Je sais pas où tu t'en vas, là. Non, puis moi, je suis une joueuse de tennis, OK? Mais il faut... Bon, moi, je suis pas pro, c'est la différence avec vous deux, mais quand même, ça serait le fun qu'on soit ensemble pour aller regarder, mettons, un combat de boxe. Puis là, tu nous coaches. Bon, on dit OK, mais c'est toi qui nous coaches. On a beau connaître ça, mais tu sais, la vision de Karine. Puis moi, le tennis, je peux vous coacher sur le tennis parce que c'est encore là, j'ai vu plein de parallèles dans le tennis, dans ce que tu as dit. Je pense que ça pourrait être le fun qu'on se fasse une espèce de... on a fait les autres sports. C'est d'aller voir du sport. Moi, je pensais qu'on allait faire tous les autres sports. Puis j'étais comme, on va le faire aussi. C'est juste que moi, je vais manger une volée. Là, mais moi, je peux accumuler des victoires. Mais j'aime. Je suis là. Moi aussi, je suis compétitive. Là. C'est juste que j'ai pas le même talent que vous autres. Là. On peut jouer au tennis, par exemple. Au tennis, ça, je pense que je peux non, ça, au tennis, je suis pas dedans. Peut-être au pickleball. J'ai juste beaucoup de cœur et de cardio à part, même chose, de ça. Moi, je joue à 2 terrains. Je suis pas capable de rester dans un, ça va beaucoup mieux de cette façon. Ça, c'est une bonne idée. Écoute, c'est une bonne idée. OK, j'aime ça. Mais oui, 100%. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu ma mission que je me suis donnée de permettre aux gens de comprendre c'est quoi la boxe, puis de mettre en valeur les boxeurs d'ici, parce que, tu sais, moi, les boxeurs, peut-être un petit peu moins les plus jeunes qui sont en train de pousser, parce que j'ai pris ma retraite déjà il y a 2 ans, mais quand je parle de Kim, Alexis, Arthur, ce sont mes amis à moi, je les connais, je sais à quel point le métier de boxeur est ingrat, puis à quel point c'est difficile, puis les sacrifices que ces gens-là doivent faire, donc pour moi, c'est un peu la mission que je me suis donnée de mettre ça en lumière. J'ai réussi à le faire aussi cet été avec les Jeux olympiques, donc d'avoir la chance d'éduquer les gens, d'amener l'attention des gens vers la boxe. Tu sais, je pense que là, le prochain défi, c'est peut-être de ramener la boxe sur un de nos diffuseurs principaux, là, que ce soit
à la télé et tout ça, ou DAZN, pour être capable de continuer d'éduquer les gens, parce que c'est comme ça que les gens vont réaliser à quel point faut être un petit peu fêlé pour boxer. J'adore ça. Merci tellement de nous avoir ouvert les yeux un peu sur ton sport. Puis en même temps, merci de continuer d'en parler, puis d'inspirer d'autres, puis de continuer d'ouvrir des portes. Parce qu'en même temps, tu le fais, mais tu le fais d'une façon différente. Tu sais, puis j'essaie de le faire aussi. J'essaie de donner une visibilité au hockey d'une façon différente. Puis je pense que c'est des choses qui sont importants à faire. Fait que tu le fais d'une façon exceptionnelle. Marie-Ève, ne lâche pas. OK, on est derrière toi là-dedans. Ça, c'est clair, net et précis. Arrêtez, parce que là, ma tête, elle passera plus dans le plat si vous donnez trop de compliments. Merci, Marie. Vraiment. C'était parfait. Tu reviens nous voir, certains, on se fera... Faut qu'on fasse un épisode au grand complet là-dessus, parce que là, c'était pas assez. Je suis partante, puis là, je vais être live avec vous. Là, vous avez des petits drinks là, sur la table. Je suis prenante. Du café, mais on a des bières aussi. Quand on fait ça le soir. C'est parfait, c'est bien le fun. On parle de n'importe quoi. Puis invitation. J'adore. J'aimerais ça t'avoir même pour jaser de n'importe quel autre sport, de hockey, tout le kit. Tu fais partie de la gang. Ben merci les filles, avec plaisir. Merci Marie. Salut. Toujours. J'adore. Ah, écoute, c'est on dirait que j'ai plus d'énergie maintenant. Là. Toujours. Puis je pense que on aurait pu faire un podcast de 3 ou 4 heures. On aurait pu parler de tous les sports avec Marie. Ouais. Fait que vraiment, on va la ramener. Je suis pas mal sûre que vous êtes d'accord avec nous que Marie-Ève Dicker, c'est une autre vision. On a Katia Aubin qui vient, qui amène son énergie, Marie-Ève, une autre. C'est le fun. Oui, on va en avoir d'autres qui vont venir aussi. J'adore ça, ce côté expert-là. La façon de vulgariser son sport a été parfait aussi. J'aime bien ça. Yes. La cerise sur le Sunday maintenant. Le moment. Ça a été quoi ton moment, la cerise sur le Sunday, moi, toi? C'était un petit moment personnel qui est arrivé. Dans le fond, j'étais assise dans les estrades au Centre Bell entre les deux périodes. Puis il y a un papa qui me tape sur l'épaule. Fait que je me retourne. Puis, il me montre une photo. Puis, c'était la photo de moi après un match de hockey à la Place Belle, le dernier match des Canadiennes de Montréal. Puis, c'était avec sa petite fille qui était là, qui était jeune. Je pense qu'elle avait 5-6 ans dans le temps ou whatever, sur la photo. Puis là, il dit, c'est-tu toi, ça? Puis j'étais comme, ben oui, c'est moi. Il dit, c'est elle qui est assise là, puis elle, maintenant un ado, là, toute l'équipe. Genre là, puis j'étais comme, ben on prendrait une photo ensemble, le refaire. En tout cas, c'était mon petit moment à la cerise sur le Sunday. Il était là au dernier match des Canadiennes. Il parlait justement que Marie-Philippe et Larry Knight jouaient ensemble dans cette affaire-là. Il parlait de l'équipe de tout le long qu'on était là. Fait que c'était un petit retour dans le passé, mais parfait aussi à travers tout ça. C'est beau. Faut se rappeler de ces moments-là. Oui, c'est le chapeau. C'est mon petit moment cerise sur le Sunday personnel. Ben moi, c'est bon, je suis allée sur le tapis bleu du film Maurice. Oui. Le film Maurice Richard. Ben, en fait, c'est un film de Serge Giguère. Comme il dit si bien, un film à 4 mains, parce que c'est aussi un film qui avait commencé en 1980 à l'Auditorium de Verdun. Les premières images qui ont tourné, c'est Maurice Richard à l'Auditorium de Verdun. Il est arbitre à ce moment-là. Et donc, c'est toute l'histoire de l'homme, de Maurice. Donc, on voit du hockey, mais c'est vraiment plus comme le père, l'homme qui a été impliqué, qui a été avec les gens. On voit aussi, c'est une image de son époque. Okay. On voit des jeunes de 14 ans, 15 ans fumer à l'écran, là, on s'entend, là, on ferait plus ça aujourd'hui. C'est aussi une belle façon de parler de l'histoire des femmes, parce qu'on voit tout l'amour de Maurice pour sa femme, Lucille, qui avait 7 enfants, qui a manqué que 2 parties à l'époque. Et le moment où c'est beau, c'est que moi, j'ai rencontré Serge, justement, la dernière journée de tournage. Il est revenu à l'Auditorium de Verdun l'année dernière, et c'était une pratique de la PHF Montréal à ce moment-là, la victoire. Et on a eu une belle discussion ensemble. D'ailleurs, je fais une petite apparition dans le film, là. Je ne savais pas. Puis ça m'a vraiment touchée. Mais je fais le parallèle, justement, entre l'époque où Maurice Richard jouait. Il devait travailler de jour, jouer au hockey de soir. Et c'est un peu ce que les filles faisaient. Puis là, enfin, il y a... se battre pour les Canadiens français de ce monde aussi. Exactement. Maurice. Puis là, les femmes qui se battent pour jouer. Puis il fait un beau parallèle dans le film. Parce qu'il parle à Marie-Philippe, il demande à Marie-Philippe qu'est-ce qu'elle pense de Maurice Richard. Elle parle du feu dans les yeux. Ouais. Et en tout cas, allez voir le film. Je vous invite à aller le voir. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ça redonne... Moi, ça m'a émue. J'ai ri beaucoup. C'est bien fait. C'est aussi un leg. C'est vraiment une image d'une époque. Ouais. Et ça nous réconcilie avec notre amour pour le hockey, les raisons
de jouer au hockey. Ça a été mon petit moment, vraiment, là, c'était très beau. Beau petit moment serré sur le Sundays, j'aime ça. Oui. Mais là, c'est déjà la fin. Ben oui. Fait que là, on vous dit à la prochaine, Deuxièmement, c'est notre dernière semaine de concours CCM, gang. Donc, restez à l'affût de nos réseaux sociaux, savoir c'est quoi le concours, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis comment participer. Exactement. Donc, on en profite pour les remercier, CCM Hockey, d'être des partenaires de la cerise sur Sunday. Tréma Café. Absolument. Toujours un petit café. Toujours un petit boost pour nos émissions. Exactement. Sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, écrivez-nous. On a eu des commentaires, mais on revient dans 2 semaines. On a un autre bon épisode de la cerise sur Sunday. On a eu plein de petites questions durant l'épisode. Fait que répondez-nous. Oui. À la prochaine.